Cette vidéo est sponsorisée par Nvidia. Découvrez en description les offres de fin d'année. Cyril Corvasier, tu es donc directeur technique chez Mercenaries Engineering, mais tu as été aussi cofondateur de Mercenaries en 2006. Et donc aujourd'hui, tu vas nous présenter la V2 de Roomba. On a déjà vu il y a quelques années Roomba, plusieurs fois. Bonjour. C'est un outil qui évolue à grands pas. Et donc, voilà, on te laisse le micro. Ça marche. Je vais le mettre par là. Bonjour, merci Véro et Stéphane pour l'invitation, une fois encore. Donc la dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour Roomba 1.2. C'est Lise, ma collègue, qui avait fait la présentation. Et donc aujourd'hui, alors j'aimerais vous présenter, si vous êtes d'accord, la mise à jour de Roomba qu'on a sortie au mois de juin, donc Roomba 2. Et ensuite, je vais faire quelques présentations de choses qui sont en chantier, qui existent en bêta, que vous pouvez utiliser si vous voulez. Une preview de Roomba Rig, qu'on avait déjà montré rapidement il y a 2 ans, qui sera dans Roomba 3, et aussi un nouveau projet qu'on n'a pas encore annoncé, ce sera la première annonce aujourd'hui, qui sera disponible dans Roomba 2 bientôt, qui est en bêta, que vous allez pouvoir utiliser. Alors, donc je vais essayer de faire de la démo, hein. Ça va être un peu plus périlleux, mais on va voir si ça se passe bien. Alors, du coup, rapidement du contexte, Mercenaries Engineering, c'est un éditeur de logiciels, donc on édite 2 logiciels principalement, Guerilla Render, qui est un outil de look dev, lighting et rendu, et Roomba Animation, donc Roomba pour animer des projets qui s'adressent aux animateurs professionnels pour animer des séries et des films. Donc si vous étiez là, si vous êtes des fidèles du radis, vous avez déjà vu la présentation de Roomba 1.2. Donc plutôt que vous faire un rappel, je vais vous montrer, si vous êtes d'accord, la petite vidéo promotionnelle rapidement. Ça vous mettra dans le jus. Merci pour eux. Donc, rapidement, les fondamentaux de Roomba, c'est d'offrir un logiciel d'animation rapide, temps réel pour les animateurs. C'est la première chose qu'on attend de Roomba. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est des choses que vous avez sans doute déjà vues dans les vidéos précédentes. Mais donc, en gros, ici, je vous ai mis
une dizaine de personnages qui sont des rigs Maya assez avancés déjà. Ils tournent à 60 fps sur ce laptop. On peut venir interagir avec eux d'une façon... on peut venir interagir avec eux comme on fait classiquement dans Maya avec des contrôleurs, mais aussi du coup avec les fameux manipulateurs, on peut venir directement déplacer les surfaces sans cliquer, sans sélectionner, enfin en cliquant mais sans sélectionner les géométries. Donc on a une sorte de contrôle un peu plus stop-mo du personnage, quoi. Donc ça on connaît, on a déjà vu plein de fois. Et donc la première chose qu'on a ajouté dans Rumba 2, c'est le séquenceur. Donc ça c'est la grosse partie de Rumba 2. En gros, on va proposer maintenant aux animateurs de ne plus ouvrir un plan pour travailler un plan à la fois dans Rumba, mais ils vont pouvoir ouvrir plusieurs plans à la fois. Donc on peut imaginer par exemple, donc avec les gens, avec les studios avec lesquels on travaille, maintenant le pipeline génère aussi un projet de séquence pour Rumba en extrayant de la base de données le montage, et il va proposer à l'animateur une série de plans qui peuvent être dans une séquence qu'il va pouvoir venir charger. Donc ici, sur le laptop, toujours d'ailleurs je vais fermer cette scène-là, hop. Sur le laptop, j'ai l'entièreté d'un petit court-métrage qui a été fait chez Creative Seed. Creative Seed, l'école de Rennes de 3D. J'ai l'entièreté du court-métrage ici en temps réel, avec tous les projets chargés. Donc c'est différent, chaque plan est toujours un projet. C'est comme un fichier Maya qu'on avait quand on anime dans Maya. Donc chaque plan est un projet Rumba d'animation. Simplement, on va avoir un projet supplémentaire, un projet de séquence dans lequel on va pouvoir à nouveau mettre des caméras et des personnages de l'USD si on veut, mais surtout on va pouvoir agencer sur la timeline, un peu comme on fait avec les vidéos et les sons, les plans qu'on est venu ajouter à la séquence. D'accord ? Donc à quoi ça va servir ? Ça peut servir à plein de choses, ça peut servir déjà à voir la continuité entre deux plans. On peut venir travailler sur plusieurs plans à la fois. Le retour qu'on a des animateurs, c'est que ça leur fait en fait pas mal gagner de temps de bosser sur un ensemble de plans d'un coup. On va pouvoir copier du contenu d'un plan dans un autre sans passer par la librairie, directement en faisant du copier-coller d'un plan dans un autre. Donc je vous montre par exemple si je veux aller dans ce plan ici, je vais juste double-cliquer là. Donc maintenant je suis dans ce plan. Donc là si je fais une modif et que je fais CTRL-S, ça va sauver ce plan-là. Okay. Et si je veux aller dans le plan 50, juste, on va changer de caméra, on fait juste un clic et on est dans le plan 50. D'autres choses qu'on peut faire, du coup, c'est qu'on peut venir faire de l'édition non destructive pour essayer de voir, par exemple, disons qu'on a un retour ici, qu'on aimerait qu'il y ait une sorte, que ça prenne plus de temps pour que le personnage prenne le fruit ici. Donc, on peut venir faire quelques essais d'éditorial. On peut, par exemple, venir découper ici, puis redécouper par là, comme ça, et dire que finalement, on aimerait que cette partie-là soit un peu plus lente, de cette façon-là. Faire un essai comme ça. Donc ça donne un aperçu de ce que ça donnerait, mais on n'a rien détruit. Le projet en lui-même n'a pas changé, c'est juste la vue de ce projet depuis le séquenceur qui a été changée. Donc si jamais on fait valider ça et que ça plaît au superviseur, on peut appliquer ces modifs-là directement en demandant à conformer le plan. Donc là, on va détruire le plan, c'est-à-dire qu'on va reconstruire le plan de façon à ce que toutes les modifications d'édit, de montage qui ont été faites au niveau de la séquence soient appliquées dans le plan. Donc ça peut être réajuster les médias, bouger les keyframes, bien sûr. Ça peut être juste qu'on a changé les bornes du plan, ce qui est assez courant. Donc ici, on peut préciser quel type de conformation on veut faire. Donc là, on va tout faire. Voilà. Donc maintenant, on a une continuité. On peut enlever ces plans. On a quelque chose de à nouveau continu. Tac. Ça se met à ramer par contre, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis déjà jeu. Et donc si on regarde le plan, toc, on voit que par exemple les médias, le son là a été correctement coupé, ralenti, et les clés ont été
correctement modifié, quoi. Voilà. Je pense que vous avez compris. Voilà. Bon, il était en train de refaire le cache, ça. Et alors, du coup, là, pour ceux qui ont un regard bien affûté, l'animation que j'avais ralentie était en mode prévu, c'est-à-dire qu'on ne voyait que des images qui existaient dans le plan original, mais une fois conformé, on a quelque chose de bien smooth et de bien fluide. Et alors, une autre chose qu'on peut faire avec le séquenceur, c'est organiser le travail entre plusieurs animateurs pour le même plan. Donc de la même façon qu'on peut mettre horizontalement des plans, on peut aussi empiler des plans verticalement. C'est-à-dire qu'on peut dire, je voudrais voir plusieurs plans en même temps dans le viewport. Donc ici, ce plan, il est décomposé en deux plans. On a le plan A avec juste ce personnage, et on a le plan B avec juste ce personnage. Donc c'est deux fichiers séparés que deux animateurs peuvent gérer en même temps. C'est simplement que lorsqu'ils animent, si j'anime dans le plan B, je peux, si je le veux, voir le plan A. Okay. Je ne peux pas sélectionner le personnage, il n'est pas physiquement présent, mais mon personnage de mon plan B est toujours là. Okay. Et si je reviens au niveau séquence, du coup, je vois bien mes deux plans superposés. Il faut que je le raffiche. Voilà. Donc ça, c'est la partie séquenceur. Alors l'autre grosse nouveauté de la version 2, c'est on a ajouté un module de dynamique pour les animateurs. Donc l'idée, c'est de proposer aux animateurs des outils de dynamique, de physique rigid body, pour venir les aider à faire de l'animation automatique sur des éléments secondaires, ou avoir une prévue d'une simulation de cheveux ou de vêtements, avant que ça aille au CFX et que ce soit fait avec de la vraie simulation. Donc le but ici, c'est d'utiliser le rig tel qu'il est, donc ça peut être un rig Maya ou un rig Roomba, et de venir faire de la simulation sur les contrôleurs du rig. Donc, par exemple, on va créer une chaîne FK pour une queue de cheval, et on va venir simuler la chaîne FK avec ce nouvel outil. Donc, si vous vous rappelez des présentations précédentes, Roomba permet à l'animateur d'organiser son travail en layers. Donc, il utilise des layers pour venir, par exemple, séparer l'animation des différents personnages en différents layers, mais aussi pour venir enchaîner ou rajouter de l'animation secondaire en utilisant des layers supplémentaires. Et à l'époque, on vous avait dit aussi qu'on faisait les contraintes sous forme de layers, puisque finalement, les contraintes, c'est aussi une façon d'animer des contraintes, des contrôleurs, sauf que là, ce n'est pas des courbes d'animation, mais c'est quelque chose de procédural, mais au final, c'est de l'animation de contrôleurs. Et donc pour cet outil de dynamique, on a gardé le même design, c'est un nouveau type de layer, c'est un type de layer qui va animer des contrôleurs, mais en utilisant une simulation dynamique. Et l'animateur aura le choix de mélanger tout, donc de pouvoir faire de l'animation, suivi de dynamique, suivi de contraintes, ou vice-versa, dans l'ordre qu'il arrange pour faire le plan qu'il doit faire. Alors j'étais censé lancer le chargement pendant que je vous parlais, mais j'ai oublié, donc on va attendre un peu. Mais ça charge vite dans Roomba. C'est fort. Ouais. Bon son. Donc on a ce plan ici. Donc bien sûr, ce qu'on veut faire, c'est animer les pompons du personnage. D'ailleurs, est-ce que j'aurais du son ? Voilà, c'est dit. Donc comment ça marche ? Pour faire simple, donc, si on part vraiment de zéro, on va sélectionner les contrôleurs d'une chaîne FK, par exemple. Alors avant ça, on va créer un fameux layer de dynamique, dans lequel il n'y a rien pour l'instant. On sélectionne une chaîne FK, comme ce pompon, et on va l'ajouter comme une articulation. Donc en gros, ça va créer un modèle une chaîne de joints physiques qui vont permettre de faire la simulation. Alors, par contre, au bout d'un moment, ça va être un peu pénible, je vais l'enlever.
Donc ça, c'est ce qu'on va obtenir par défaut. Donc la première chose qu'on va mettre, c'est un peu de rigidité à cette chaîne. Donc on va jouer sur le stiffness damping. Pour ceux qui ont fait un peu de simulation, ça va être, c'est des termes qui reviennent souvent. Donc stiffness, ça va être la dureté du ressort. Donc là, ça va être, comme ça va être pas mal. Et ensuite, on va pouvoir essayer de l'atténuer avec le damping pour qu'il ne rebondisse pas trop. Et ça va nous donner quelque chose un premier truc sympa. Alors ça va être un travail un peu technique quand même. Là, ça a l'air simple, mais il faut quand même bien jouer un peu avec ces notions de stiffness damping et de collision. Donc, ce qu'on va proposer plutôt comme workflow, c'est de dire, donc là, j'enlève mon layer. On va proposer aux riggers ou à des animateurs techniques de venir préparer ces presets et de les sauver dans la librairie, parce que dans la librairie, on peut sauver des ensembles de layers. On peut sauver des layers d'anime, mais aussi des layers de contraintes, des presets de contraintes animation déjà faits. Donc ce layer de dynamique se sauve dans la librairie comme tous les layers. Et donc on peut simplement double-cliquer dessus, le ramener, on le ramène comme ça, et on obtient directement le setup qui a été préparé par l'artiste technique dans le plan prêt à utiliser. Ça n'empêche pas de pouvoir le modifier. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a, encore une fois, pour ceux qui ont un regard aiguisé, ils ont vu qu'il y avait un petit contact ici entre le pompon et le... Donc on peut quand même venir le compléter en disant, par exemple, ce contrôleur-là, je vais venir lui ajouter un kinematic body. Je vais afficher mes différents contrôleurs. Et donc ce kinematic body va simplement suivre un contrôleur. Il va juste faire ça, il va juste le suivre et par exemple créer une forme, comme une capsule par exemple, une forme pour le représenter lors de la simulation. Donc on va juste le positionner par ici. Et alors je vous ai pas montré avant-après, donc ça c'était avant. Hop. Et ça, du coup, je le positionne. Et toc, on est bon. Donc, ce qui m'amène à un autre point, c'est que cette dynamique que vous voyez, elle est prédictible. C'est-à-dire qu'elle est déterministe. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on a d'habitude, alors je ne suis pas un expert non plus de la simulation, mais il me semble que dans d'autres logiciels, la simulation va seulement se mettre à jour lorsque vous avancez à droite, et ce que vous voyez à l'écran n'est pas forcément la vérité, ça dépend un petit peu de combien de fois vous avez fait des allers-retours, et ce genre de choses. Ici, vous voyez toujours le vrai résultat de la simulation. Il n'y aura pas d'état un peu bizarre où je ne vois pas vraiment le résultat de la simulation. Donc c'est complètement déterministe, et finalement, la simulation elle est mise à jour en même temps que le cache se remplit au final, puisque ça se fait finalement dans le même procédé, dans le même processus. Okay. Donc on a quand même du contrôle, comme je vous disais, c'est des layers qui s'enchaînent. Donc on a les premiers layers qui viennent animer les pompons, et le deuxième layer qui vient faire de la simulation dessus. Donc je peux venir, par exemple par ici, sélectionner mes pompons, mes chaînes FK, là. Alors je vais cacher mes éléments dynamiques, voilà. Et je vais mettre une clé ici. Et puis, juste après, je vais faire une petite modification, par exemple quelque chose comme ça. Okay. Donc ça va me donner une anime comme ça. Okay. Donc on a du contrôle, on va pouvoir donner des formes aux articulations, on va pouvoir animer tous les éléments dynamiques, ce qui va du coup générer de l'accélération, générer des phénomènes dans la simulation. Et donc c'est assez fun, et les animateurs du coup ont un contrôle complet de ce qui se passe. Donc la même anime sans la dynamique, ça donnerait ça. Donc on a quand même quelque chose d'assez assez sympa pour pas grand chose. Voilà. Alors juste pour... merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Pour illustrer le côté simulation déterministe, donc, alors, ça c'est mon côté codeur, je n'ai pas fait un truc très joli, mais j'ai fait une balle de basket, donc, avec juste une impulsion au départ, et ensuite voilà.
Et j'ai demandé à Roomba, donc vous vous rappelez, Roomba, il y a des motion trails, il y a des ghosts. Donc là, je lui ai demandé d'afficher le motion trail de la balle. D'accord. Et donc ensuite, je vais simplement sélectionner le vent qui me sert d'impulsion. Et je vais venir le déplacer jusqu'à obtenir la simulation que j'aimerais. Genre ça a l'air pas mal. Voilà. Je trouvais ça sympa. Donc voilà, c'est prédictible, c'est déterministe. Vous avez toujours la même simulation, quel que soit le nombre d'allers-retours que vous avez fait. Un dernier exemple de simu, du coup, un petit peu plus, presque CFX. C'est, je pense, la limite haute de ce qu'on peut faire en animation avec ce système. Ensuite, il faut faire du CFX. Donc là, le fouet de Catwoman est entièrement simulé. Il n'y a pas de son. I just love a big strong man who's not afraid to show it with someone half his size. I am Catwoman. Hear me roar. Et alors, si on enlève la simulation... Non, c'est pas ça. Pardon. Toc, c'est là. Ça vous donne ça. I just love a big strong man who's not afraid to show it. Ce qui est bien aussi, hein. C'est un autre style. Ça dépend le style de fouet que vous aimez. Et donc toutes ces animes ont été faites par Camille Campion, hein, au passage. USD, donc on avait déjà un support USD dans Roomba 1.2, on l'a amélioré avec Roomba 2. Alors, je sais que c'est important pour vous, et nous on adore USD parce que ça nous permet de facilement cohabiter dans un écosystème de logiciels. Donc on pouvait déjà, hein, dans la version précédente, bien sûr importer de l'USD, inspecter un USD, voir tous les attributs disponibles, pouvoir tout changer, pouvoir tout animer. Ça, c'était déjà le cas. Donc, par exemple, je vais rajouter la tasse, mettre une clé, déplacer. Voilà. Donc ça, c'était, on le faisait déjà avant. Alors, la nouveauté maintenant, c'est qu'on peut aussi... alors, je vais revenir sur mon slide précédent. Donc, dans Roomba, on utilise des layers, mais on a deux types de layers. À gauche, on a les layers qui viennent blender les informations pour les contrôleurs du rig. Et à droite, on récupère la géométrie du rig, toutes les géométries finales du personnage, et on les passe dans une autre suite de layers qui sont des déformeurs. Donc c'est notre façon de mettre du déformeur au plan, où l'animateur crée les déformeurs qu'il veut pour venir finir son plan parce qu'il a besoin de déformations qui ne sont pas possibles avec le rig. Et donc dans la version 2, on peut utiliser ce système de déformation de layer sur USD. Et ça fera partie de l'export du layer d'USD. Donc par exemple, on va utiliser on va essayer de sculpter ce frigo. Donc je sélectionne un groupe qui contient tout le frigo ici, et je vais rajouter un déformeur de sculpt, donc qui se représente sous la forme d'un layer comme ça. Donc on a une brosse de sculpt. On va la mettre en mode grab, en volume. Donc ça nous permet de faire ce genre de choses. Okay. On va lui demander de sélectionner tous les objets. Donc là, on va pouvoir déformer tous les... Donc ça, c'est le sculpt classique de Roomba, mais appliqué au contenu USD. Donc à du contenu qui n'est pas rigué. Ça va permettre de venir faire des petites modifs, animer des petites choses sans passer par le département rigging. Après, s'il y a besoin de faire des choses plus clean, il faudra riguer la props, mais déjà, on va pouvoir faire un paquet de choses comme ça. Donc là, mon sculpt, je vais mettre une clé, je vais l'animer. Ici, je vais continuer à... Bon, je ne suis pas animateur, hein, je suis désolé. Et là, je vais continuer à l'animer. Je peux utiliser tous les outils d'anime, la remise à défaut, comme ça. Je peux copier des clés. Okay. Je peux venir faire du breakdown sur du sculpt, ce qui est la même chose que sur les rigs, mais sur du contenu SD aussi maintenant. Voilà.
Donc là, si j'exporte mon layer USD, j'aurai tous les overrides qui ont été faits avec l'animation sur les transforms, les différents attributs USD, et en plus, il y aura un override sur le cache de points du mesh qui a été déformé avec les layers de déformation. Je crois que c'est tout pour USD, ouais, c'est ça. Donc, tous les rigs que vous avez vus pour l'instant, c'est des rigs Maya qui ont été exportés avec notre outil d'export de rigs de Rumba. Donc, nous, notre politique, c'est d'exporter le rig du studio tel quel et d'avoir le résultat identique dans Rumba. Et au jour d'aujourd'hui, tous les rigs qui ont été des studios qui travaillent avec Rumba ou qui testent Rumba, qui ont été exportés de Maya, ont été convertis à 100% dans Rumba, identique. Donc c'est quand même un travail assez complexe, cette plateforme d'export. Donc aujourd'hui, voilà, il y a plus de 160 nœuds Maya qui sont supportés, dont des nœuds très complexes. Et maintenant, récemment, on exporte aussi le shading. Donc si jamais le rig a des shaders qui sont contrôlés par le rig, comme des yeux par exemple, ou des rides qui apparaissent avec certaines expressions faciales, on les supporte aussi maintenant en export. Et alors pour vous illustrer ça, je voulais vous montrer une animation de... Pareil, j'aurais dû la lancer avant. Encore une animation de Camille. Donc là, c'est un partenariat qu'on va bientôt annoncer avec Ramon Arango, qui est animateur et rigueur de son état, et qui a qui vend quelques rigs sur Internet qui sont assez connus, très utilisés par les animateurs qui veulent animer chez eux. Et donc on va bientôt annoncer qu'il propose aussi tous ces rigs en version Rumba, mais avec les manipulateurs en surface. Donc là, on en a un, c'est le rig qui s'appelle Mars. Et donc il est vraiment sympa. Donc c'est pour vous montrer un peu, c'est le genre de rig qui s'exporte très bien. Bon, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de rigs qui s'exportent bien. Ils sont vraiment très sympas à manipuler. Bon. Voilà. Alors, je ne vais pas trop détruire le travail de Camille. Il est où, Camille? Il est là-bas. Ouais. Alors, voilà. Donc, je pouvais pas résister à vous montrer la... C'est encore du work in progress, hein, elle va bientôt sortir, mais du coup, je voulais la partager avec vous aujourd'hui. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. High music, high flows. On reconnaît le style. Ok, alors, donc ça c'était toutes les nouveautés de Rumba 2. Il y a plein d'autres, bien sûr, le démon est dans les détails, donc je vous ai mis sous silence tous les petits trucs qui ne sont pas hyper intéressants, mais il y a énormément de bug fix, de support de nœuds Maya, de choses qui ne seront pas très intéressantes à regarder sur l'écran. Rumba Rig. Donc Rumba Rig, ça vient dans Rumba 3. Donc le but, c'est de la même façon pour l'instant, on peut faire un personnage dans Maya, l'exporter vers Rumba. On veut maintenant faire le personnage dans Rumba directement. Et du coup, comme on a créé un nouveau framework de rigging, on a essayé de le faire différemment. Comme d'habitude, on essaye un peu de prendre du recul, comprendre ce qu'on fait aujourd'hui, pourquoi on le fait, et essayer de faire une nouvelle proposition, ce qu'on aime bien faire chez Mercenaries. Alors cet été, on a sorti un papier à DigiPro. Donc DigiPro, c'est une conférence qui a lieu pendant SIGGRAPH, donc c'était au mois d'août, qui explique ce qui est ce framework, et qu'est-ce qui fait sa particularité. Donc je vous invite si vous êtes rigueur, que ça vous intéresse, je vous invite à le lire. On y a passé pas mal de temps. Ça a été fait en collaboration avec On Animation, avec Zing en particulier, la Head of Rigging de On Animation, qui a écrit tout le dernier chapitre de pratique du papier.
Et je vais essayer aujourd'hui de vous résumer l'idée principale qui est dans ce papier, et je vous ferai une petite démo de rig après, rapidement. Donc alors, comme a très bien dit Nicolas tout à l'heure, qu'est-ce que c'est un rig? C'est simplement un graphe de géométrie procédurale qui va être assez gros, qui va faire des milliers de nœuds, qui va prendre en entrée les valeurs de contrôleurs qui vont être animées par les courbes d'animation et qui va générer de la géométrie. En tout cas, déformer de la géométrie. Comme ce graphe, dans les solutions actuelles, on ne peut pas directement le manipuler parce qu'il est trop gros, on va le manipuler via des abstractions. Donc, par exemple, dans Maya, on va faire des autorigs en Python pour venir fabriquer ce graphe et le mettre à jour. Et dans d'autres solutions, comme dans Apex de Houdini ou dans Bifrost, le nouvel outil d'Autodesk, on va utiliser une autre abstraction sous forme nodale pour venir générer le nodal. Ce qui pose, bon, donc ça marche, on s'en sort avec ça. Ce qui pose quand même ce problème d'avoir une abstraction supplémentaire qui fait que la mise à jour est complexe. Si on est en mode autorig, il faut programmer, il faut générer beaucoup de Python. Et en fait, donc nous, dès le départ, on s'est dit, on aimerait bien arriver à fabriquer un framework où on peut se passer d'une abstraction et on manipule directement le graphe. Donc c'est vraiment ça la différence de notre proposition. Donc quels seraient les avantages à faire ce système? Donc du coup, il n'y aura plus d'autorig, on manipule directement le graphe, on référence des nœuds qu'on a préparés à l'avance et qu'on vient référencer, qu'on vient importer dans un graphe existant. Et idéalement, ce graphe sera le même. Si on a deux bipèdes avec les mêmes contrôleurs, on aura le même graphe. Donc on aura beaucoup moins de manipulation de graphe à faire en fait. Et chaque heure qu'on passera à designer un composant de rig ou un bout ou assembler des composants pour fabriquer un rig, on le fera qu'une fois et ensuite on le réutilisera directement. Donc ça c'est super. Et les mises à jour du coup sont directes. On n'a pas besoin de... comme tout va être live, tout va se mettre à jour tout seul, c'est super. Donc c'est modulaire parce que chaque nœud peut être une référence d'un bras, une référence d'une jambe qui est sur un fichier qui est versionné, donc c'est modulaire naturellement. Et voilà, en gros, et aussi comme il n'y a pas d'abstraction, on peut aller directement observer les valeurs des nœuds, mettre des observateurs dans le graphe pour voir ce qui se passe dans le graphe et comprendre, inspecter et débugger le rig même si on ne le connaît pas. Ce qui est le gros avantage de ne pas avoir d'abstraction. Donc c'est super, mais alors, si les autres ne font pas ça, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a des problèmes. Alors, un des problèmes, c'est que dans la plupart des systèmes, le graphe change à chaque personnage. Donc ça, là, c'est un peu pour représenter une sorte de graphe Maya. Dans Maya, par exemple, si on veut skinner, donc déformer avec du skinning deux géométries différentes, il va falloir faire un graphe spécial avec deux skin clusters connectés aux deux géométries, connectés à tous les joints. Donc la structure du graphe, elle change. Si mon personnage a besoin d'un chapeau, la structure du graphe change. Donc j'ai ce problème à résoudre, c'est-à-dire de comment m'abstraire de la structure du personnage déjà, m'abstraire de la structure du squelette pour pouvoir faire un graphe qui va marcher, qui sera le même quel que soit le personnage, du moment qu'il a les mêmes contrôleurs, disons. Alors, pour résoudre ce problème, ce qu'on propose, c'est d'augmenter le niveau de type de valeur qu'on peut manipuler dans le graphe. Dans un graphe classique comme Maya, je connais un peu moins bien Houdini, mais je connais pas mal Maya, les valeurs qu'on peut manipuler dans le graphe, donc qui peuvent être générées et absorbées par les nœuds du graphe, c'est des nombres, des matrices, des géométries, grosso modo. Et dans Rumba, ce qu'on propose, c'est aussi de pouvoir fabriquer des listes, des dictionnaires, des expressions et des scènes. Donc les nœuds peuvent consommer de telles valeurs. Et ils peuvent également les générer. J'accélère un peu, je suis désolé. Je vais être un peu short sinon. Donc les valeurs de scène, c'est des valeurs qui contiennent un scène graphe avec des géométries, des matrices et des shaders. Donc là, par exemple, on va voir que cette géométrie, là, on va, avec un premier nœud, depuis un fichier USD, on va charger l'entièreté de toutes les géométries du personnage qui vont aller dans le nœud de le skin cluster, quoi. Et le rig de body ici nous envoie un squelette qu'on voit ici, qui vient déformer. Donc on a un squelette et une géométrie qui donne le résultat final. C'est un exemple de cette connexion transporte toute la géométrie du personnage directement.
pareil pour le squelette. Le squelette, finalement, le rig de body va être composé de modules, comme une colonne vertébrale, un bras, une main, un module qui va générer un élément de squelette. Donc on peut observer sa sortie pour vérifier la tête qu'il a pendant l'animation. C'est vraiment direct, on voit la valeur générée par le module, et les modules viennent assembler les bouts de squelette les uns aux autres jusqu'à obtenir le squelette total qu'on va connecter dans le skin cluster. Donc en utilisant cette technique, on a résolu ce problème de graphe qui change à chaque personnage. Si deux personnages ont les mêmes contrôleurs, ils auront le même graphe avec ce système. Donc ces nœuds peuvent générer, les nœuds peuvent générer du squelette, et en particulier on a un nœud qui contient un script en Python. C'est un langage qu'on a créé nous-mêmes, c'est pas du vrai Python. Et ce script peut générer des squelettes. Et l'avantage de ce script, c'est qu'il est compilé en runtime avec LLVM, et il va à la vitesse d'un plugin C++. Donc avec un petit peu de Python, vous pouvez par exemple générer le squelette d'une aile d'oiseau, simplement, comme ça, avec un paramètre, et ça sort directement du nœud. Le squelette est prêt à skinner. Et le deuxième problème qu'on doit résoudre, c'est on utilise des scripts et des abstractions également parce qu'on a besoin de calculer des valeurs initiales du rigging, comme par exemple les positions initiales du squelette, ou voilà, les offsets de contraintes ou les attachements d'un wrap. Donc toutes ces valeurs qui sont cachées quelque part aujourd'hui dans nos logiciels comme dans Maya, comme les bind prematrix par exemple, les fameuses matrices initiales du squelette, pour que notre système fonctionne, on a besoin qu'elle soit live, on ne veut plus qu'elle soit précalculée. Donc pour vous donner un exemple, le skinning, comment ça fonctionne? Pour faire un skinning, vous avez besoin d'une géométrie en T-pose, okay, vous avez besoin du squelette animé par l'animateur, mais vous avez aussi besoin du squelette en T-pose. Vous avez besoin de ces deux squelettes. Donc, dans ce que je vous ai montré, cette géométrie, on l'obtient simplement avec un nœud qui vient lire toute la géométrie depuis un fichier USD. Ce squelette animé, on l'obtient de notre body rig. À la sortie, on obtient le squelette animé, mais on n'a pas ce squelette par défaut qui va nous permettre de cette fameuse bind pose qu'on cache et qu'on a tant de mal à mettre à jour dans Maya. On l'a pas. On n'a pas cette valeur-là. Donc, ce qu'on a rajouté dans Rumba, c'est qu'on a rajouté un opérateur qui s'appelle l'opérateur resValue, qui va vous renvoyer la resValue de n'importe quelle valeur du graphe. Donc, quoi que vous connectiez dans la resValue, ça vous renvoie la valeur de l'entrée comme s'il n'y avait pas d'animation dans le projet. C'est ça la définition qu'on a donnée à la resValue. C'est comme si tous les layers d'animation étaient désactivés. Donc c'est une façon procédurale d'obtenir la valeur par défaut de n'importe quoi. Et c'est finalement la valeur qui vous manque pour mettre live le squelette, la bind pose dans le skin cluster. Et donc là, avec ça, on peut maintenant designer des modules de rig où on a des locateurs partout qui viennent simplement poser les joints. Tout fonctionne live en permanence. Cyril, il va falloir... Ouais. Et alors, j'ai une minute, ça va être chaud. Alors, je voulais vous présenter un dernier projet. Rumba for Unreal. Donc, ce projet est en bêta. Il sera disponible dans Rumba 2. Et c'est un projet qui a été soutenu par le CNC via une aide aux industries techniques, qu'on remercie du coup. Ils sont là. Et je suis désolé, il faut que j'aille vite. Ça charge. Et du coup, le principe, donc l'idée de ce projet, c'est de proposer, de résoudre un problème qu'on a dans la production d'animation de séries de qualité avec Unreal. Donc, un des problèmes qui est rencontré dans l'utilisation d'Unreal, c'est la gestion de l'animation. Comment on fait l'animation? Est-ce qu'on la fait avec des personnages FBX type jeux vidéo, donc plutôt de moins bonne qualité, qu'on va pouvoir animer et exporter rapidement? Ils vont être plus faciles à manipuler, ils prendront moins de ressources à Unreal si on les utilise. Ou alors est-ce qu'on fait des persos de qualité dans Maya ou dans Rumba avec des rigs classiques Maya qu'on va exporter en alambic, qu'on va devoir pré-subdiviser parce qu'on ne peut pas avoir de subdivision dans Unreal sur ces objets-là, et qui du coup vont être de meilleure qualité mais ils vont alourdir Unreal, et qu'on ne pourra pas animer dans le contexte d'Unreal, qu'on devra animer dans le contexte du logiciel d'animation. Donc c'est le problème qu'on essaye de résoudre.
Donc très rapidement, je vous montre. Donc ça c'est voilà. Donc ce qu'on a développé, c'est un nouveau Geometry Cache, le Roomba Geometry Cache, qui va permettre plusieurs choses. Il va permettre de faire de la subdivision à la volée dans le viewport, comme on aime bien faire en production d'animation, ce que Unreal ne veut pas faire depuis quelques versions. Merci. Mais c'était pas le plus compliqué. Et voilà, j'y suis presque. Désolé. Toc. Et bien sûr, donc, il va aussi permettre de faire un live link, mais un live link en géométrie, donc sans limitation. On peut mettre n'importe quel rig Maya ici ou Roomba et venir contrôler le personnage. Ok. Instantanément. Donc là, on est en live link géométrie, donc c'est des points, donc ce n'est pas du squelette ou du FBX, on fait absolument ce qu'on veut ici. On peut venir utiliser notre Sculpt Deformer de tout à l'heure. Comme ça. On va se mettre par ici. Ici, là. Et venir faire des choses crazy. Comme ça. Et on a le résultat directement, et c'est exporté, c'est dans la base de données d'Unreal, il n'y a pas du tout d'alambic, il n'y a pas d'export. Et comme je vous disais, pour finir, si vous voulez, vous pouvez venir subdiviser ici à la volée. Donc il n'y a pas besoin non plus, en plus de stocker, le résultat sera stocké en subdivision 0, et vous pourrez subdiviser juste avant de rendre 1 ou 2 niveaux, si vous voulez, du personnage. Voilà. Et c'est tout. Bon, il nous reste 1 minute pour les questions. Bonjour, Cléa Gonnet de Miou, et je fais pas mal de 3D. Notamment, ma question serait, on n'a pas vu beaucoup pour la création de rigs, mais globalement, ça a l'air plus simple et peut-être plus rapide sur Roomba. Est-ce que vous pourriez donner une estimation d'un rig, d'un bipède classique en humain? Alors, tu veux dire une fois qu'un rig existe déjà? S'il n'y en a pas. Alors, donc en gros, ouais, si tu prends un rig existant, le travail de rigging va consister simplement à récupérer la nouvelle géométrie, donc en gros changer le nom du fichier USD, elle apparaît directement, déplacer les locateurs les différents locateurs de template, donc les joints, où est-ce que sera le coude, où est-ce que sera l'épaule, il y aura juste ça à faire, ça se met à jour en direct, on peut déjà commencer à faire de la gymnastique, voir ce que ça donne, déplacer tous les locateurs de pieds, etc. Ce sera ça le travail, et de peindre les poids de scanning, ce qui sera le plus long finalement, il n'y aura que ça à faire. Et dans le cas où tu dois rajouter des choses, par exemple s'il y a une queue de cheval, il faut rajouter une queue de cheval, ça consiste à... Ouais, je suis désolé, j'ai complètement zappé la démo de rig parce que j'avais pas le temps. Ça consistera à rentrer dans le rig de body et venir rajouter une queue de cheval connectée à la tête. Et directement, il va y avoir 4 nouveaux locateurs avec 4 nouveaux contrôleurs dont on aura juste à ajuster les locateurs de template. C'est tout ce qu'il y aura. Et donc ça crée un cluster queue de cheval. Voilà, mais c'est en utilisant des modules existants. Donc nous, on fournit plein de modules existants, et l'idée, c'est que le head of rigging ou la head of rigging développera des modules prêts à l'emploi ensuite pour aller vite, quoi. Merci beaucoup. Merci, de toute façon, tu restes avec nous. Voilà, donc vous pourrez poser des questions. Oui, vous pourrez poser des questions à Cyril. Après, tu restes plusieurs jours. Je reste aujourd'hui et demain, voilà, par jeudi matin. Très bien. Eh bien, merci encore. Merci. Merci. Alors,